Pourquoi en Haïti des projets de 10 000 $ ont parfois beaucoup plus d'impact que des projets de millions de dollars? On a vu ça aussi dans plusieurs autres pays, hein. On arrive, des grandes ONG internationales avec des projets tout pleins de promesses. À la fin de ce projet, on doit carrément, on se prévoit modifier des filières complètes. On donne des formations, renforcement des capacités des femmes et des jeunes. Et lorsque le projet se termine, c'est presque comme si, le projet n'avait jamais eu lieu. Et à côté, tu peux voir des projets, des initiatives beaucoup plus petits qui ont beaucoup plus d'impact à court terme, moyen terme et long terme. Et aujourd'hui, c'est de ça que j'ai envie de parler, de ce qui ne fonctionne pas, même avec des millions de dollars, et ce qui fonctionne quand on a à peu près 10 000 $. À partir de 2015, j'ai commencé vraiment à faire de plus en plus d'allers-retours pour visiter Haïti seule et mieux comprendre comment la réalité. Je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait en Haïti, comment est-ce qu'on vit en Haïti, comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on se loge en Haïti, comment est-ce qu'on se déplace concrètement en Haïti, c'est quoi la vie de tous les jours. J'ai voulu le vivre, avoir cette expérience-là. Donc, en 2016, comme porte d'entrée, j'ai été comme coopérante volontaire internationale. Mais j'avais beaucoup de personnes dans mon réseau directement qui me disaient, Patricia, pourquoi tu vas aller dans ces espaces-là? Qu'est-ce que tu veux faire là? Généralement, quand ils s'impliquent, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Et j'ai voulu demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais pas juste ça, c'est surtout mais qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Et souvent, lorsque je posais cette question-là, la réponse était très vague, ou bien que c'est très compliqué, ou tout simplement pas de réponse. Il y a énormément de littérature sur les failles de la coopération internationale, de l'aide humanitaire. Il y a, et même en Haïti, il y a énormément d'exemples d'échecs. Mais nous qui voulons participer à contribuer à un développement d'Haïti, eh ben, pour moi, c'était une opportunité aussi d'apprendre de leur échec et de comprendre pourquoi, où était leur erreur pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Cette vidéo, c'est vraiment pour parler de mon expérience à moi, mais je vais quand même faire le pont et le lien avec le rapport d'évaluation fait par la direction de l'évaluation de l'AMC pour la période de 2016 à 2021. Eux autres, leur but dans ce rapport, c'est de voir à quel point est-ce que les projets sont pertinents puis efficaces. C'est de ça que je parle dans cette vidéo-là. Tu sais, on regarde ensemble, là, qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est quoi les problèmes. Et donc, avec mon bagage, j'ai une formation en comptabilité, une autre formation en gestion philanthropique et autres. Et bien voilà, je me suis inscrite et j'ai voyagé. Donc en 2016, je suis arrivée comme coopérante volontaire dans l'Artibonite avec des structures, des organisations, avec une structure particulière, une organisation internationale. Et donc, ma porte d'entrée, c'était la filière couture. Est-ce que je suis une experte en couture? Pas du tout, mais c'est pas grave. Quand je suis arrivée, j'étais avec le ceci à travers leur projet Uniterra. Ce projet est financé à des millions de dollars. Donc, la partie pour Haïti était l'équivalent de 6 millions de dollars qui est financé par Affaires mondiales Canada, donc l'AMC. Il y avait plusieurs objectifs, notamment de renforcer la filière couture en Haïti. Donc, moi, ce projet-là, qui avait eu plus ou moins là, une période de 5 ans, presque 6 ans, ma première expérience, mon premier mandat, c'était 3 mois avant la fin du projet. Donc, c'est un grand projet qui dure 5 ans. Et moi, on s'attendait à ce que j'y aille en gestion, en renforcement de capacité des structures. J'avais déjà d'expérience en tant que directrice d'organisation de droits humains au Canada. Donc, c'était vraiment de voir comment est-ce que je peux transférer mes connaissances. Donc, comment est-ce que j'allais transférer mes connaissances en 3 mois avant la fin du projet. Mais sincèrement, là, je voulais juste aller en Haïti. Si tu me disais, écoute, Patricia, pendant 3 mois, là, tu vas aller éplucher des carottes, OK, en Haïti, je t'aurais dit, écoute, je vais être la meilleure éplucheuse de carottes que tu vas avoir. Donc, j'ai été en Haïti dans ce projet-là. Et en arrivant sur place, avec tous ces millions qui ont été dépensés bien avant que j'arrive, parce que c'était la fin du projet, sincèrement, ce que j'ai vu des espaces, j'ai vu des machines à coudre qui ont été achetées, j'ai vu des dépenses physiquement, j'ai vu des dépenses qui ont été faites, mais lorsque j'allais dans ces ateliers, que ça soit le matin, l'après-midi ou le soir, sincèrement, les ateliers étaient vides.
Je n'exagère pas, je n'exagère pas. Ensuite, j'ai voulu, bon, le projet a pris fin après 3 mois. Est-ce que j'avais appris grand-chose après 3 mois? Pas vraiment, je comprenais pas la dynamique, je comprenais vraiment pas ce qui venait de se passer, mais le projet s'est terminé. Je suis restée avec cette structure et cette fois-là, donc j'étais en Artibonite, donc plus précisément à Gonaïves. Et ensuite, j'étais à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, j'ai eu de la chance de voir d'autres projets, mais pas trop longtemps après, j'ai changé de projet pour aller avec une autre ONG parce que ça avait l'air beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant. C'était un projet qui est financé partiellement par l'Union européenne et partiellement par Affaires mondiales Canada aussi, qui s'appelle Frontières sans force côté. Donc, ça veut dire que c'est une initiative sur la frontière, là, mais du côté plus, du côté haïtien. Donc, on voit ici avec Monamet, avec Gantier, Belader, tout ça. Et ce projet-là aussi avait comme initiative de renforcer, donc une de ces initiatives à l'intérieur de tout ça, là, avait aussi comme objectif de renforcer la filière couture. Et j'ai retrouvé les mêmes éléments que dans l'autre projet, ça veut dire des formations. Mais la différence, c'est que dans ce projet-là, je suis arrivée, dans ce projet avec de Frontières sans fausse côté, je suis arrivée un petit peu plus tôt dans le projet. Donc l'autre, j'ai vu la fin et celui-là, j'ai vu la mise en place. Et donc il y avait aussi tous ces objectifs d'acheter des machines à coudre, de former, des personnes, hein, pour des travailleurs, des couturiers, du renforcement de capacité des femmes et des filles et des jeunes, et cetera. Donc on avait vu le même profil et ce projet-là, si je me trompe pas, pour la partie Haïti, c'était aussi 5 millions de dollars sur 5 ans. Donc celui-ci prenait fin en 2020. Et de ce que j'ai vu de ce projet-là, écoute, sur papier, là, c'est super bien écrit. Écoute, tu lis tout ce qui est écrit, tu dis, mais c'est vrai, on doit absolument acheter des machines à coudre pour les personnes. Écoute, c'est obligatoire. Sans machine à coudre, là, Haïti va exploser. Donc, j'étais moi-même, là, en lisant le projet, j'étais convaincue. Malheureusement, vers plus que le projet avançait, plus qu'on voyait que ce qui avait été dit, où les résultats allaient pas vraiment, on n'allait pas vraiment rejoindre les résultats souhaités. Mais ici, c'est pas juste de dire, ah voilà, les ONG ne fonctionnent pas, etc. C'est de voir pourquoi ces projets-là de plusieurs millions de dollars ne fonctionnaient pas. C'est de ça que j'ai envie de vous parler, pour qu'on puisse ensemble regarder, analyser et voir comment est-ce qu'on peut faire des actions concrètes pour initier pour accompagner, supporter des initiatives qui fonctionnent. Tout commence avec le diagnostic, ok? Donc, diagnostic, une analyse du qu'est-ce qui se passe, comment, tout ça. Mais le diagnostic, c'est important qu'il soit bien fait et tu demandes aussi par qui. Je donne un exemple pour qu'on puisse se comprendre, là, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Si on regarde l'estimation de la population en Haïti, si on va sur le site internet de l'Institut haïtien de statistique, j'espère que je l'ai bien dit, on voit que pour l'année 2024, la population est estimée à 11 876 032. Et la dernière fois qu'on a fait un recensement là, vraiment presque porte à porte, et en 2003, et en 2008, Haïti a réussi à faire quand même un modèle qui permet de faire une estimation, une projection de la population. Donc, ce modèle-là permet de voir à peu près le taux de natalité, le taux de mortalité avec la migration et le mouvement, et ça permet de faire une estimation. Donc, ça veut dire que pour commencer, donc avec ce modèle-là de 2008, on peut utiliser les données de 2003. Sauf que, généralement, on fait pas ça pour toute cette durée de temps-là. Mais en plus de ça, entre 2008 et 2024, qu'est-ce qu'on a eu?
Si on se base sur ce modèle de 2008 pour évaluer le taux de natalité, mortalité, migration, tout ça, ben, entre 2008, après 2008, quand même le tremblement de terre qui a eu lieu, d'accord, ça compte comme un élément, un facteur, ou est-ce que même aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que les chiffres qui ont été rapportés, le nombre de personnes qui malheureusement, sont décédées de cette catastrophe est encore, discutable, de un. De deux, tu as une immigration là, énorme vers plusieurs pays, le Chili, le Brésil, euh, et même la République dominicaine toujours. Euh, Ensuite, il y a une situation de violence qui a augmenté. Je sais pas pour les personnes qui ne vivent pas en Haïti, mais sur les WhatsApp, là, je ne sais pas combien de photos de personnes mortes que je vois passer à chaque jour. C'était pas cette situation-là en 2008. Et ensuite, tu as aussi le phénomène Biden. Donc, le modèle utilisé pour 2008, est-ce que c'est totalement adapté pour la réalité, pour faire des estimations pour 2024? Il faut aussi mentionner qu'avec le phénomène de la violence et des groupes armés, des gangs ou terroristes, là, le terme que vous voulez utiliser, euh, il y a eu énormément de mouvements de population, des gens qui ont bougé, qu'on n'arrive même plus à retracer de où est-ce qu'ils sont. Et ça, quand même, on reçoit des rapports assez réguliers, mensuels, là, de certains mouvements. Et donc maintenant, cette estimation de 2024 qui se réfère à un modèle de 2008, est-ce qu'il est toujours adapté? Est-ce qu'on peut C'est sûr que les données ne sont pas exactes et que la marge d'erreur est très large, mais on peut aussi peut-être utiliser ces données-là pour avoir une idée globalement ou une idée nationale. Mais quand on fait des initiatives qui touchent des zones bien spécifiques, la marge d'erreur est énorme. Mais c'est sûr que faire ce genre de travail, collecter ce type de données prend énormément de temps, prend énormément d'argent et avec la situation, l'État ne peut pas le faire. On le comprend. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, ça traduit un petit peu cette difficulté et ce grand défi d'aller vraiment collecter de l'information de masse pour avoir une idée claire là, de ce qui se passe en Haïti, à faire des recherches, financer des recherches assez coûteux et en temps et en argent. Et donc, lorsqu'on écrit des très grands projets, on n'a pas le choix que de se baser sur des données qui, malheureusement, ont des grands risques d'être fortement erronées. Lorsqu'une ONG ou bien une organisation veut absolument financer un projet parce qu'ils l'ont mis eux autres sur leur ligne directive ou bien sur leur stratégie là, pour les 30 prochaines années, à ce moment-là, ils vont aussi prendre l'habitude de commander des recherches. Donc, ça veut dire que ces recherches-là sont financées par elles-mêmes. Donc, elles financent des recherches qui, oui, donnent de l'information, mais ce qui peut arriver aussi, c'est que les chercheurs et décideurs orientent la recherche par rapport à un projet spécifique et donc les conclusions soutiennent tout simplement des projets qu'on veut exécuter. Ces données-là deviennent ensuite des données officielles du pays. Et donc, tu as toutes les autres personnes qui répètent le même discours, le même discours, le même discours, le même discours. Est-ce qu'on peut faire autrement? Ça demande énormément de ressources pour le faire. C'est pas toujours fait de manière malhonnête. On retrouve souvent des chercheurs, des consultants qui sont honnêtes et qui veulent faire un très bon travail, sauf que la dynamique et le rapport de pouvoir entre le chercheur et le bailleur peut rendre les situations difficiles et à la fin, ces situations-là font quand même que les données qui sortent deviennent des données scientifiques valides qu'on utilise. Mais, les vraies personnes avec qui on devrait parler, les artisans, les couturiers, n'ont pas la même méthode de collecte ou de partage des données. Donc, pourtant, c'est eux qu'on devrait écouter. C'est eux qui devraient être au centre des conversations constamment. Mais leur manière de dire les choses, leurs priorités, leur orientation ne correspondent pas toujours avec ce que le bailleur veut comme information. Et donc, du coup, ces voix-là sont mis à l'écart. Donc, encore, on a d'autres personnes qui parlent de Haïti sans vraiment inclure l'Haïtien.
Et donc, ce que j'ai dû faire pendant toutes ces années, travailler à l'intérieur de différentes organisations. Donc, quand je parle à l'intérieur d'organisations, on parle du CC, on parle de l'Oxfam, on parle de l'Union européenne, on parle du Programme des Nations unies pour le développement et bien d'autres. C'est que tu n'as pas d'autre choix que de maîtriser le langage des bailleurs tout en maîtrisant et en respectant surtout le langage du terrain. Un autre défi euh, qui fait que les projets, les grands projets n'arrivent pas toujours à fonctionner, c'est la question de temps, le temps d'exécution, le calendrier d'exécution de ces projets-là. Souvent, ce qui arrive, c'est que les personnes qui rédigent les projets ne sont pas forcément les personnes qui vont exécuter les projets. Donc, quand je parle des personnes qui rédigent les projets, moi, j'en ai fait une spécialité. Cependant, ce qui arrive, c'est que souvent les personnes qui rédigent ces très grands projets sont à l'extérieur d'Haïti. Pourtant, on dirait que ce sont des experts en Haïti parce que ils ont été faire 4 jours intensifs sur le terrain en Haïti. Ils ont été dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Et après, voilà, ils peuvent écrire des projets pour Haïti. Sauf que ça prend un petit peu plus de temps que 4 jours pour comprendre certaines nuances. Et ce qui se fait en Éthiopie, ce qui se fait en Niger, ne peut pas automatiquement s'appliquer là, à la lettre sur la réalité haïtienne. Donc, si je regarde là, dans plusieurs projets, ou même, voilà, le projet Unitera avec le CC, qui avait 5 ans, et que moi, quand je suis arrivée à la fin des 3 derniers mois, j'ai eu une pression aussi pour répondre à des indicateurs parce qu'en 5 ans, ils n'avaient pas réussi à réaliser certaines choses qu'ils avaient tellement si bien réfléchi, mais qui n'ont pas été faites. Donc, c'est pour dire que le temps est important. Je vous explique aussi une question de temps. C'est que disons que le projet est écrit et on te donne une période de 5 ans. D'accord. À l'intérieur de ces 5 ans, la première année, ça va prendre un petit peu de temps d'abord pour recevoir le décaissement, pour recevoir l'argent. Donc, si ça prend environ 4 mois, 5 mois, 6 mois, donc dans le 5 ans, tu as déjà perdu 6 mois, d'accord? Ensuite, si la structure dans l'endroit où le village, le quartier, la ville, où ils ont décidé d'exécuter le projet et qui sont pas encore stables dans cet espace-là, ben, ça va demander qu'ils louent un espace, qu'ils meublent, qu'ils embauchent du personnel local, euh, toute cette préparation peut prendre un autre 6 mois à 1 an. Et donc, tu peux voir qu'à l'intérieur de ces 5 ans-là, tu as perdu carrément une première année, une année et demie avant même de commencer à exécuter ton projet. Et ça, les projets de 5 ans, c'est généralement, là, ces jours-ci, on voit beaucoup de projets là, sur 3 ans parce que les contextes changent beaucoup. Donc, 1 an et demi après, tu commences et aussi, ben, c'est toute la question de ça commence très lentement un projet, hein. Tu dois euh, recommencer des conversations avec différents partenaires, ou si tu les connais pas, les partenaires, commencer à des conversations, des discussions. Et souvent, puisque, comme on a dit, ces fonds-là sont financés par le gouvernement et qui trouve cet argent dans les mains de la population, euh, après 2 ans, à la troisième année, tandis que ça fait à peine 1 an et quelques que le projet a commencé, à la troisième année, on veut une évaluation pour voir comment ça se passe. On veut envoyer quelqu'un sur le terrain pour visiter. Donc, les personnes sur le terrain vont aussi avoir une pression de, OK, regarde là, quand les gens vont venir, on fait une formation, ou bien on devait construire des puits, ça n'a pas encore été fait, let's go, faisons des puits, trouve des gens pour qu'on construise des puits et des gens qui correspondent au projet. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, mais est-ce que en majorité c'est comme ça que ça se passe? Oui. Oui, 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 oui. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le temps devient un très grand problème et après 3 ans,
quand ton projet finit à la 5e année, tu sais que tu as besoin d'un petit temps pour clôturer. Tu as besoin d'un temps pour faire des petits ajustements de dernière minute. Tu as besoin de temps pour la rédaction de tes rapports. Donc, ton 5 ans ne finit pas vraiment en 5 ans. Il y a des fortes chances que ton 5 ans se termine un bon 9-10 mois avant. D'accord? Donc, vraiment, sur ces grands projets-là, on te dit, voilà tout ce qu'on va faire en 5 ans, mais à la fin de la journée, c'est pas vrai. T'as vraiment là un an et demi où est-ce que tu es prêt, vraiment prêt à exécuter. Et en un an et demi, qu'est-ce que tu peux faire, sincèrement? Qu'est-ce que tu arrives à faire? La face, pour que ces organisations-là, quand ils vont te solliciter pour te demander de l'argent, ne perdent pas la confiance que tu as en eux. Ils vont collecter des données qui leur permettent de ne pas perdre la face. Donc, ça devient un petit peu une petite collecte de données avec une certaine fraude morale, où est-ce que les chiffres, on va voir que les chiffres bougent un petit peu, que les chiffres sont légèrement exagérés, que les choses sont dites de manière un petit peu floue. Parce qu'est-ce qu'on a envie d'entendre que on a envoyé 10 millions après le tremblement de terre en Haïti et seulement 15 maisons ont été faites? Non, ça fait pas de sens. On veut des résultats concrets parce que c'est l'argent des contribuables. Et donc, même dans l'évaluation finale, on va sortir les beaux mots, on va sortir le beau français, des termes, on va faire une belle évaluation qui, généralement, très souvent, ne reflète pas la réalité, qui ne va pas admettre tous les échecs qu'il y a eu dans ce projet-là. Donc tout ça, ça peut paraître extrêmement déprimant et tu peux dire, mais OK, donc rien fonctionne en Haïti. Mais c'est ça, c'est pas ça le but de la vidéo. Le but, c'est de te faire comprendre que si on fait les choses de cette manière-là, ça ne fonctionne pas. Mais il y a d'autres façons de faire qui fonctionnent, qui soit fonctionnent depuis très longtemps en Haïti ou encore qui qui sont mieux adaptés à la réalité haïtienne. Donc, il y avait des façons de faire qu'on doit prendre, mais aussi on peut faire des nouvelles propositions qui fonctionnent totalement. Et moi, ce que je propose, c'est tout simplement de financer, de supporter des beaucoup plus petites initiatives locales. Parce que c'est là que tu peux voir que des gros projets là, de 5 millions, de 10 millions, surtout avec la situation en ce moment, peuvent être très difficiles à supporter. Mais lorsqu'on finance, lorsqu'on supporte des initiatives beaucoup plus petites, euh, elles sont implantées beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et même si tu 100 millions, si tu changes pas la vie d'une personne, tandis que tu as 10 000 $ et tu arrives à changer la vie de 7 ou 8 personnes, eh bien, c'est des petits pas, petits pas. C'est plusieurs projets un petit peu plus petits qui peuvent arriver à ce qu'on a en face ce changement-là. Maintenant, si on veut des changements systémiques, donc ça veut dire que si on veut changer ou modifier un système, c'est sûr que des financements pour le système sont nécessaires. Tu peux pas changer une structure à ce niveau-là en finançant, en donnant des 10 000 $. Donc, par exemple, si on veut faire une réforme du système éducatif, c'est pas 10 000 $ qui va permettre de faire ça. Ça, c'est un autre niveau. Je parle vraiment des initiatives, des actions concrètes pour changer la vie de personnes là, à court, moyen terme en Haïti en ce moment. Donc, j'aimerais donner un exemple concret. À côté de ces grosses initiatives-là, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petites. J'aimerais parler, par exemple, de la bourse Formula. La bourse Formula, c'est une initiative qui, chaque année, il demande environ 10 000 $ pour donner des bourses à des jeunes femmes afin qu'elles terminent leur thèse universitaire. Donc, pourquoi je prends cet exemple-là? C'est juste pour vous montrer là, concrètement les étapes, le diagnostic et ensuite comment cette initiative a été exécutée. Donc, le problème, d'où qui venait le problème? C'était que lorsque il y avait un grand manque de données, d'informations, il y a toujours un grand manque de données et d'informations. Et cette structure-là qui s'appelle Unir Haïti, donc c'est pas le parti politique, il y a un parti politique qui s'appelle Unir, mais l'organisation qui s'appelle Unir Haïti
a voulu voir comment est-ce qu'ils peuvent mieux accompagner des femmes haïtiennes à, créer des connaissances, à raconter là, à faire elles-mêmes des recherches qui proviennent d'Haïti par des Haïtiennes et par rapport à des sujets qui intéressent, les femmes haïtiennes. Et ces femmes-là, ce qu'elles ont fait comprendre, c'est qu'écoute, je n'arrive pas à terminer pour plusieurs raisons. C'est sûr qu'il y a des raisons économiques, le manque d'internet aussi, parce qu'il faut être capable d'avoir un internet, il faut avoir de l'électricité, il faut aussi avoir accès à un ordinateur. Mais quand tu as une bibliothèque qui est brûlée, quand ton département est inaccessible parce que tu as des groupes armés qui sont dans la zone, quand chez toi, tu n'as pas accès à l'électricité, ça devient extrêmement difficile de faire de la recherche et de rédiger. Jour que il était annoncé que moi te recevoir bourse là, c'était avec un pile. C'est même pas, bon, des cas du cas content, mais en même temps, tout me songeait que c'était un must et puis y a pas de bon du tout, du tout, du tout. T'es un pile problème, mentalement ça n'allait pas. Et d'ailleurs, m'étais découragée parce que déjà, j'étais fin écraser faculté que me la donne. Donc, c'est comme si me remettre mémoire, non, non, c'était pas priorité, me remettre mémoire dans condition. D'ailleurs, pas même gain faculté, un saint espace là, espace physique faculté en pas là. Donc, il côté me d'avoir remettre mémoire ça. En même temps, tout, c'était, de commencer mémoire. D'ailleurs, m'étais voyé avant projet m'aller. Donc, ça, c'était, booster que m'étais besoin, qui, pour m'étais fini mémoire. Parce que sinon, m'étais doit bailler vague. Et toutes conditions étaient réunies pour m'étais bailler vague. C'est pour ça qui te permet moi écrire mémoire, et puis fini mémoire tout. Mémoire peut-être sous valeur économique, travail, domestique, travail dans caille, tout travail ménager, faire l'évasion tout le monde, femme fait, et moi t'ai fait sous deux communes. C'est Port-au-Prince avec Jacmel. Donc tout ça, ça amène aussi à la compréhension du contexte local. Donc c'est là qu'on peut voir qu'une initiative comme ça, qui existe depuis à peine 2 ou 3 ans, a pu sincèrement permettre à des femmes de terminer leur étude, de terminer leur recherche, et avec ça, maintenant, d'avoir un diplôme qui est reconnu, de faire des formations continues, d'intégrer le marché de l'emploi, et on peut voir à ce moment-là que leur vie a commencé à changer. Elles ont la situation économique aussi change, leur situation sociale, l'augmentation des opportunités et aussi même le moral de voir que en Haïti aussi les choses fonctionnent. En Haïti aussi j'ai un avenir. Elles peuvent peut-être un petit peu plus se voir avancer, se développer en Haïti parce que ça n'a pas été ça, cet élément de base, d'être capable de finir leur étude, de graduer, ça a été possible. Donc, la bourse Formula, qui annuellement reçoit plus ou moins 10 000 arrive à changer la vie à court, moyen terme de 10 femmes. Et à côté, tu as des projets de millions de dollars que quand tu regardes, tu te dis, mais même 10 personnes n'ont pas bénéficié de ce projet. Mais prouve que Haïti a des modèles qui fonctionnent, et ces modèles-là, malheureusement, sont invisibilisés à cause de la vision du financement international. Donc ici, je suis pas en train de dire qu'on ne doit pas financer, que vous ne devez pas financer des gros ONG ou des organisations internationales, c'est pas ça. Pour moi, ici, c'est une invitation à ce que ces multinationales, mais ces organisations internationales ou des systèmes, par exemple, des Nations Unies, fassent vraiment un effort pour s'adapter au contexte local haïtien, parce que s'ils le font, plusieurs de les projets feraient là des résultats beaucoup plus intéressants. Donc, tout comme la bourse Formula qui fait des petits pas, petits pas, petits pas vers quelque chose de beaucoup plus grand, ben, je vous invite à réfléchir à tout ça et à me supporter, à partager la vidéo, à liker, à partager, en parler dans vos réseaux, parce que moi, je vous attends en décembre, parce qu'en décembre, mon rêve, là, c'est vraiment de voir cette communauté de 1 000 personnes qui comprennent la réalité, qui sont prêtes ensemble avec moi, à ce que ensemble, petit pas, 10 pour Haïti, qu'on puisse ensemble donner un 10 à ce projet spécifique qui me tient tant à cœur. À demain!